Ok, donc du coup, aujourd'hui, on va voir ensemble comment on crée une API avec API Platform. Alors, l'objectif du jour, c'est pas vous faire un cours sur API Platform. L'objectif du jour, c'est vraiment de mettre les mains dans le cambouis. Donc, on n'est pas parti du tuto API Platform, on part sur du Symfony 4, etc., que personne n'a installé encore parce que personne n'a un projet en production en Symfony 4 ou autre. Donc, l'idée, c'est vraiment de partir sur du concret, sur du Symfony 3.4, un projet qui est déjà existant. Et vous allez pouvoir, du coup, voir un petit peu comment on va pouvoir créer une API avec API Platform sur un projet existant, avec déjà un environnement, etc. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, pour ma part, moi c'est Vincent Journel. Je suis coordinateur de l'antenne AFUP. Je participe aussi au groupe ADD. Pour ma partie, je suis développeur PHP avec de grandes affinités sur Docker, MongoDB, React, Solar et puis Symfony depuis un bon moment déjà maintenant. Juste une petite parenthèse, ici c'est le lien, c'est le QR code pour accéder au Technicon. En fait, on a fait à Winzana une liste en SVG de tous les icônes en type police. Donc si vous avez besoin sur vos conférences ou autres, c'est open source et c'est sur GitHub. Donc je suis également quelqu'un qui est passionné du dev depuis longue date. Il y en a certains qui ont pu me voir soit en soirée à dire des conneries, soit à l'UT pour animer des TP, soit au campus ou autre. L'idée c'était vraiment de transmettre ma passion. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Donc, l'installation, la configuration et puis une petite aparté sur Swagger pour comment mettre en place une API, la création du modèle ou d'un modèle existant, l'ajout de filtres, la notion de pagination et puis le format d'export JSON, XML, CSV, JSON et puis GraphQL. Ça va être difficile. Ok. Donc, API Platform, petit résumé. Donc, qui est derrière API Platform? Donc, on a Kevin Douglas de la société Les Tilleuls, qui est un des développeurs core Symfony, qui est à l'origine de ce projet-là. Donc, il travaillait énormément sur la partie serialiseur. Donc c'est quelqu'un qui est très actif là-dessus. Ils sont une coopérative de développeurs que j'ai eu l'occasion de rencontrer sur une mission à Valence. Et du coup, m'a parlé de son projet et j'ai vraiment tout de suite accroché. Vous allez comprendre un petit peu pourquoi ce soir. Donc le First Tag est sorti en juin 2015 avec aujourd'hui compatibilité Symfony 4.1. Ils ont développé aussi un admin en React.js. Avec du coup des notions d'export avec la possibilité vers tous les formats qu'on retrouve un petit peu ici, le XML et également du CSV. Donc ça c'est une notion que j'ai appris il n'y a pas longtemps au PHP Tour, c'est que je ne savais pas qu'avec le serializer on pouvait faire des jolis exports CSV en un clin d'œil. Donc plus la peine de se faire flic à le générer, API Platform ou le serializer vous permet de le faire. Et il est cloud natif, c'est-à-dire qu'ils ont tout développé autour de Docker. Vous pouvez l'intégrer sur du Kubernetes aussi. Donc, ils ont déjà tout prêt sur leur démo de base. Donc, nous, on n'est pas parti là-dessus. On est parti vraiment sur une install déjà faite. Donc, on n'est pas parti sur la démo. On est parti sur un du Symfony 3.4. C'est déposé sur GitHub, donc il y a le lien. Donc en gros, ce qui est nécessaire pour en gros travailler avec ça et faire ces petites démos, s'amuser un petit peu avec ça, il faut Docker Compose et du coup avoir aussi Composer. Après Composer est inclus dans le conteneur, mais voilà, tout simplement tout orienté à Symfony 3.4. Donc la partie configuration, on est parti, on va rentrer dans le dur. Quel côté? Hop. Ici. Alors, ici, on peut peut-être baisser les rideaux. Du coup, alors, pour faire simple et pour avoir un petit peu un suivi, j'ai préparé un petit peu la conférence avant. L'objectif, c'est de voir un petit peu au niveau des commits, qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire quand je pars d'un projet
pour mettre en place API Platform. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien documenté sur leur site internet. C'est bien pour partir d'un projet vierge, from scratch, ça va bien. Mais quand on a déjà son projet d'existant et puis qu'on veut passer à créer les API, ben, c'est un petit peu plus difficile à trouver. Donc, le truc de base, donc ça, c'est si ça vous intéresse, le premier commit, c'est mettre un environnement de base Symfony. D'accord. Donc là, si vous n'avez pas besoin d'avoir tout le reste derrière et que vous voulez installer un projet vierge avec Symfony, donc là, il y a l'environnement embarqué. Là, c'est juste la notion conteneur et Docker, mais ça, on verra sur les workshops plus tard si vous avez envie. Donc, ce qui nous intéresse, ça va être en gros à partir de ce commit-là. Donc, à partir de ce commit-là, je suis désolé pour ceux qui ne sont pas très techniques, mais on va aller dans le dur. À partir de ce commit-là, c'est comme si j'avais mon environnement Symfony 3.4. Ça y est, j'ai déjà plein de choses. Alors, on est sur du vierge, hein, mais j'ai déjà du App Bundle, j'ai déjà mon environnement, j'ai déjà fait mes développements, j'ai déjà des choses de présent. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai un autre commit sur lequel vous allez pouvoir gratter et trouver du coup, qu'est-ce que j'ai besoin au niveau de mon composer d'inclure pour pouvoir utiliser API Platform. Donc ça, c'est les librairies nécessaires. Alors en dernier, là, de ce qu'on trouve au niveau de la différence, vous voyez bien ou pas? Ou est-ce qu'il faut qu'on ferme encore Est-ce qu'on peut encore fermer un petit peu les rideaux de ce côté-là? Bon, ça va être intime. Alors, sur la dernière ligne, là, la 31, ça, c'est, faut regarder au niveau de la doc, c'est si vous souhaitez faire du GraphQL. C'est-à-dire que c'est une librairie qui vous est nécessaire, qui vous permet de pouvoir vous intégrer et que, en gros, API Platform vous expose du contenu en GraphQL. D'accord? Et de pouvoir interroger l'API autrement qu'en API REST. D'accord? Donc, on n'aura pas le temps, je pense, de le voir ce soir. L'idée, ce serait peut-être de voir dans un autre workshop. Mais dans l'idée, ce qui est simplement nécessaire, c'est ces trois lignes. Donc, changer au niveau de la ligne 17, la 18, la 21 et la 23. Donc, il s'appuie énormément sur le projet Nelmio avec le Core Bundle. On a du coup Douglas Action Bundle et API Platform Core. Donc ça, c'est ce que vous avez besoin de rajouter simplement au niveau de votre fichier composer.json. Alors je suis désolé, je suis un peu perturbé parce qu'on a la chance d'avoir Kevin aujourd'hui. Bonjour. Donc aujourd'hui, j'ai mon projet, j'ai juste rajouté le fichier composer.json. Qu'est-ce que j'ai besoin de plus? Je vais simplement rajouter différentes librairies donc à mon app kernel pour pouvoir l'utiliser. Je vais pouvoir aussi implémenter les routes. Alors, on va voir à quoi ça va servir, du coup. Comment on va pouvoir consulter la doc de son API. Comment on va pouvoir travailler avec ça, l'exposer à ses développeurs. La partie configuration. Donc ça, cette partie configuration, c'est pas forcément étroitement lié avec API Platform, ça va être lié plus à comment vous allez concevoir un petit peu votre application sur l'injection des dépendances, faciliter la notion des conversions. En gros, je ne sais pas s'il y en a qui l'utilisent souvent au niveau des contrôleurs, vous avez la possibilité, par exemple, de pouvoir simplement pas transmettre un ID, mais d'avoir une hydratation automatique au niveau de votre contrôleur de votre entité. C'est-à-dire que tout simplement, vous avez dans votre URL l'ID de votre produit et au niveau du contrôleur, vous avez la possibilité directement de mettre product, la variable product, et elle sera automatiquement hydratée si l'ID correspond à un élément d'entrée dans la base de données. Donc ça permet directement de pouvoir utiliser l'objet et automatiquement de pouvoir l'utiliser ou de générer une 404 si l'objet n'est pas disponible, etc. Donc ça, c'est plutôt une façon de comment vous allez coder l'application. Moi, je m'oriente beaucoup plus sur
les annotations. Il y a différentes façons de travailler à Valence. De ce que j'ai pu voir, il y en a beaucoup qui utilisent encore le YML pour la définition de leur modèle, sur la définition des routes, etc. Moi, pour ma part, après c'est juste une question d'habitude, je travaille énormément avec les annotations pour pouvoir avoir une meilleure lisibilité au niveau du code. Là-dessus, sur la partie, on va dire, configuration d'API plateforme, toute cette partie-là, c'est pareil, je vous invite vraiment à regarder au niveau de la documentation en ligne. Je zoome, hop, tout est documenté sur Internet. Dans l'idée, à retenir, ce qui va être, on va dire, intéressant, ça va être au niveau des collections et la notion des paginations. Donc le nombre d'items par page, parce que la difficulté quand vous allez exposer des données, c'est pas de balancer 300 items d'un coup comme ça, vous allez exploser les ressources, c'est d'avoir cette notion de pagination et de pouvoir, donc par défaut, elle est définie, vous pouvez la manipuler, c'est-à-dire que vous pouvez définir votre logique en disant par défaut, je veux tant d'items par page, on peut définir le maximum et ainsi de suite. Donc, toute cette partie de notion de configuration, comme je vous dis, c'est très bien documenté sur Internet. Donc là, l'idée, c'est vraiment, on va mettre les mains dans le cambouis, on va voir comment gérer tout ça et comment se faciliter la tâche. Les différents formats qu'on va voir ce soir. Donc le JSON pour du JSON vraiment simple. Pour ceux qui, sur la partie JSON-LD, c'est que ça va pouvoir avoir beaucoup plus d'informations au niveau du contenu. La partie configuration GraphQL, donc là-dessus, je ne vais pas avoir le temps de vous le présenter si on a un petit support pour présenter tout ça, ça sera bien. Swagger, alors Swagger, je vais vous l'expliquer. En gros, Swagger, c'est un outil qui vous permet de pouvoir, de façon graphique, exposer la documentation de votre API. Donc, en fait, ce qui se passe au niveau de vos équipes de développement, les 3/4 du temps, ce qui va se passer, c'est soit on est une petite équipe et donc c'est le même dev qui s'occupe de tout et puis il a un renfort, un dev front pour venir l'appuyer sur la partie graphique, soit on est sur une équipe de plus grande taille et là on sépare tout, on a un dev front, un dev back. La communication des fois ne se passe pas. Dans l'objectif, dans l'idée, c'est de dire voilà, j'ai une documentation d'API, la voici, je te l'expose et tu vas pouvoir aller récupérer tes données, savoir tu reçois du JSON, comment je vais les réceptionner, comment je vais les traiter. D'accord? Donc, je vais vous montrer derrière au niveau des exemples comment on va pouvoir utiliser tout ça et côté web et après côté API, donc avec Insomnia. Donc, en gros, pour mettre en place API Platform sur son projet en Symfony 3.4, il ne m'a pas fallu bien grand-chose à faire. Et à partir de là, je peux travailler. C'est-à-dire que, au niveau de vos besoins, vous savez simplement reprendre ce commit, voir les différences et ajuster vos fichiers, et vous pourrez travailler directement avec API Platform sans être obligé de se repartir sur un projet vierge, sans être obligé de se dire bon, qu'est-ce qu'il va me falloir, etc. Tout est là. Donc maintenant qu'on a installé et qu'on a configuré, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On part du principe qu'on a déjà tout. D'accord? Vous avez déjà structuré votre modèle, vous avez déjà vos entités. Donc l'exemple de ce soir, on part sur un e-commerce, catégorie produit. Truc très simple, truc qu'on trouve de partout. Qu'est-ce que je vais avoir besoin? Je vais avoir besoin, moi, pourquoi je fais une API? Parce que derrière, je veux faire une appli mobile. Ou alors, j'ai besoin d'exposer ça à mes partenaires parce que je veux créer une passerelle. J'ai besoin pour raison X ou Y, mais derrière, qu'est-ce que j'ai besoin les 3/4 du temps quand je fais une API? Je veux diffuser du contenu. Si je suis sur une appli mobile, je vais pouvoir créer, éditer, supprimer du contenu. Donc, tout ça, si on part de zéro et qu'on veut simplement voir un petit peu sans l'adapter, sans quoi que ce soit, si on veut travailler, peut-être fermer des fenêtres, si on veut travailler proprement, si je le souhaite, concrètement, là j'ai commencé à rajouter des choses, mais si je veux exposer mon API, j'ai juste besoin, au niveau de mes annotations, d'ajouter la petite annotation API ressources. Et là,
tout mon modèle, donc toute mon entité product, va être exposée. Et donc, tout simplement, sur ma plateforme, donc tout simplement sur ma plateforme, je vais pouvoir accéder, magnifique, comment? Merci. Donc derrière, je vais pouvoir avoir, donc ça c'est API Platform qui vous le permet, c'est proposé au niveau du package de base. Vous avez du coup inclus avec l'installation et la configuration que qui a été mis en place, ce que je vous ai donné, c'est inclus au niveau de votre projet. Alors, on est bien d'accord que ça, hein, on le diffuse que en dev, d'accord? C'est l'objectif, c'est vous avec vos équipes de développement, ou alors si vous avez une API publique, hein, que vous voulez exposer, diffuser votre contenu, automatiquement, vous allez avoir ça, parce que j'ai de mon côté mis en place cette annotation. Je vais pouvoir, simplement en supprimant mon cache, je vais pouvoir avoir le détail de mon API, sans faire rien de plus. Donc déjà là, bon, on est d'accord, il va falloir l'adapter tout ça. Il va falloir ajouter, on n'a pas juste simplement, on ne fait pas simplement un truc de base avec un index, etc. Mais rien que là, si vous n'avez pas besoin de plus, tout est là. C'est-à-dire qu'au niveau de vos développements, vous avez diffusé, vous avez créé une API REST en quoi? En 10 minutes. Donc, rien que là, vous avez toute votre notion d'API. Donc maintenant, comment on va l'interroger cette API et qu'est-ce qui nous permet, au niveau d'API Platform, qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de notre côté? Déjà, l'API nous permet d'exposer les entry points, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les exposer soit en JSON, avoir également la documentation en JSON, ou tout simplement en HTML. Le format, en fonction de ce que vous avez pu définir dans votre configuration, en fonction de l'extension que vous allez mettre, vous allez avoir du coup le format que vous attendez, soit du JSON, soit du JSON LD, soit, on va dire, soit du HTML. En gros, vous allez pouvoir diffuser la documentation de votre API. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant au niveau de vos développements, parce que du coup, toute la partie doc, vous pouvez la sécuriser et la communiquer, par exemple, à un de vos clients. Vous mettez en place une passerelle, d'accord? Vous mettez en place une passerelle, et derrière, cette passerelle, qu'est-ce que vous allez vouloir faire? Vous allez vouloir la documenter pour la fournir à votre client, pour qu'il puisse savoir comment il va l'exploiter. Et comment il va l'exploiter? Et bien derrière, vous allez pouvoir lui fournir cette documentation. Vous allez pouvoir enrichir. Maintenant, on est d'accord, je pars du principe que j'ai des catégories, j'ai des produits. C'est déjà prêt de mon côté en partie entité. Donc, soit de notre côté, on a l'envie de travailler avec du JSON LD, soit on peut directement lui définir, si on n'est pas prêt, si on n'a pas la documentation de prête, etc., on peut venir lui définir directement dans les entêtes. Lui définir qu'on veut simplement du JSON. C'est beaucoup mieux, ça parle bien mieux. On peut lui définir vraiment au niveau des entêtes cette notion de dire quel format je souhaite pour venir appeler et interroger mon application. Donc jusque-là, bon, c'est bien, on est content, on avait développé une API REST, c'est bien joli, mais derrière, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que derrière, ce qui nous intéresse, ce n'est pas simplement faire une API, c'est l'interroger, on a des conditions particulières, on veut faire par exemple
là, ce qu'on avait tout à l'heure, un random des 5 derniers produits. On veut faire des filtres particuliers. On veut créer des groupes particuliers. On veut pouvoir afficher plus ou moins de données en fonction de la personne qu'on a en face, etc. Tout ça, on peut le définir directement, soit dans les annotations, soit en créant ses propres filtres. D'accord? Donc, comment on fait? Moi, je vais partir du principe que vous savez déjà utiliser les filtres. C'est comment on va pouvoir générer un filtre custom. Parce que faire des filtres, on va dire, bah voilà, je veux avoir les produits qui sont au-dessus de telle date, etc. Tout ce qui est lié directement au modèle, tout ça, c'est les trucs de base. On ne va pas aller forcément plus loin, on va les gratter de la doc, on fait les trucs de base. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est faire mon petit random. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir mes filters au niveau de mon API. Et ça, en fait, ce qui est pratique, c'est qu'on peut tout simplement, donc ça après c'est avec Symfony 3.4, définir sa logique. Donc ça, vous trouvez un petit peu sur la doc comment on crée des filtres au niveau custom, mais je vais vous l'expliquer concrètement. Là, mon objectif, c'est de faire une query. Donc je veux faire une requête en base de données et je veux tout simplement faire mon random. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand je veux passer un paramètre à ma requête, je veux que ce notion de random soit pris en compte et qu'il me retourne un ordre aléatoire. Donc là, on est d'accord, hein, on est sur du SQL pur. Je veux qu'il me fasse un random et qui vient trier par cette notion de random. Demain, je veux faire autre chose. Je veux faire une requête spécifique, à dire, bah voilà, je veux faire un filtre des top 5 sur la catégorie Toto. Et bien automatiquement, je vais pouvoir créer, moi, spécifiquement mon filtre, ici. Donc là, je crée mon filtre, je définis et je fais la description de mon filtre. Derrière, avec la notion d'injection des dépendances, avec Symfony 3.4, qui me permet du coup de faire de l'injection automatique de mes dépendances sans être obligé de les définir dans mes fichiers YML. J'ai automatiquement mon filtre de disponible en tant que service et je peux, moi, de mon côté, l'utiliser au niveau de mon product et lui dire j'ai dans la liste des filtres qui sont disponibles la notion de random. Donc comment je vais faire? C'est bien, je l'ai défini, mais moi derrière, comment je vais faire pour l'utiliser? Et bien tout simplement en lui passant le paramètre. Alors là, c'est simple, je n'ai pas de données, donc le random, il va vraiment tourner. Donc on va en ajouter des données. Mais tout simplement, en lui ajoutant cette information, ce paramètre dans l'URL. Mais à quoi il correspond ce random? Il correspond tout simplement à ce que j'ai défini dans ma configuration. Et donc, du coup, derrière, vous, de votre côté, vous pouvez préparer autant de filtres que vous le souhaitez pour venir paramétrer, interroger votre API, appeler des conditions particulières, etc. et retourner des collections particulières. Là, on est sur la notion d'avoir un filtre lié à un modèle. Aujourd'hui, des fois, vous pouvez avoir des notions de « je veux faire une API REST sur un mix de données que je souhaite interroger. Je n'ai pas envie de m'embêter à respecter le standard, utiliser les groupes au niveau du serializer, de faire mes groupes de données, aller récupérer des données en collection, etc. Je veux simplement, moi, me faire une petite tambouille, avoir mon contrôleur à l'ancienne, alors ce qui n'est pas propre, d'accord? On n'est pas standard, on n'est pas propre, mais derrière, pour une condition particulière X ou Y, j'ai besoin derrière d'utiliser une API que je veux custom. Eh bien, on peut, sans être obligé d'être lié à sa notion
de modèle, on peut venir créer autant de requêtes, autant d'entrées dans son API que l'on souhaite directement avec les contrôleurs. Soit on définit des actions qui sont liées au modèle, donc ça, je vais vous le présenter, mais on va déjà partir sur la partie contrôleur. Donc contrôleur, je veux concrètement me faire une API spécifique orientée sur tout ce qui est des produits liés à des clients, qui va faire un appel API à d'autres choses, je vais faire des requêtes, etc. Je peux automatiquement, moi, de mon côté, le gérer, soit dans les modèles, soit gérer à l'ancienne dans mes contrôleurs. Alors, cet intérêt-là, il en a un si vous voulez vraiment faire, vous, de votre tambouille maison. À savoir que avec API Platform et avec la notion du serializer, vous allez pouvoir gérer toute votre notion de récupération des données en cascade directement avec la notion des groupes. Ça veut dire que de votre côté, si vous voulez récupérer en cascade, on a une catégorie, on veut récupérer les produits associés à cette catégorie, on peut le définir dans ses propriétés. Si on veut, pareil, en cascade, récupérer les catégories associées à ces produits. Donc là, on est d'accord, il n'y a pas de produit, on va créer un produit de notre côté. Partons du principe que ce produit-là n'existe pas. On a également, API Platform se base également sur la notion des validations. Alors, on a les validateurs sur Symfony, ceux qui ont utilisé les asserts, pardon. Est-ce qu'il y en a qui les ont déjà utilisés? Derrière, ça vous permet en fait, directement en fait, dans vos annotations, de pouvoir définir de quel format vous voulez que quel format vous voulez que votre donnée soit définie. Ça veut dire que ça, c'est géré soit avec les formulaires, c'est-à-dire qu'au niveau de vos formulaires, vous allez pouvoir dire, bon ben, vous allez pouvoir dire au niveau de votre validation d'avoir une homogénéité sur votre validation. La validation que vous allez voir au niveau de votre API et de vos formulaires sera la même. C'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser directement, si aujourd'hui vous êtes appuyé sur cette notion de validation, alors vous n'êtes pas obligé de le mettre dans les annotations, hein. Vous pouvez les mettre dans tout ce qui est la partie dans un fichier YML, etc. Ça, après, c'est en fonction de vos habitudes. Mais si demain, j'ai déjà mon appli qui tourne et que je sais que au niveau de mon formulaire, j'ai déjà un formulaire qui me permet, moi, sur mon site internet, de pouvoir définir que je veux que ce champ-là ne soit pas nul, automatiquement, je vais pouvoir gérer cette même logique de validation et côté API que ce que je peux faire côté formulaire. Est-ce que ça paraît clair pour tout le monde, ça, ou pas? L'objectif, concrètement, c'est de pouvoir, alors je suis désolé, c'est peut-être pas forcément, je m'exprime peut-être pas forcément clairement, mais l'objectif, c'est de pouvoir avoir son projet qui est déjà prêt, qui est déjà développé, qui a son back-office, son front-office, et de pouvoir exposer dans la même logique que la partie fonctionnelle de son site internet, et pouvoir exploiter ça directement et l'exposer ça directement en API. Ce qui est vraiment, en gros, si derrière vous avez une difficulté, en gros un problème à comprendre qu'est-ce que va faire API Platform, en gros, aujourd'hui, est-ce qu'il y en a qui utilisent déjà la partie serializer? Est-ce qu'il y en a qui utilisent le serializer pour pouvoir du coup transformer son entité en
On a un format donc, du JSON qui permet de retourner aujourd'hui. Si vous faites des requêtes Ajax sur votre site internet, vous avez besoin dans votre requête Ajax, soit vous retournez du code HTML, soit vous retournez du code JSON, ce qui est mieux. Aujourd'hui, les 3/4 du temps, quand vous voulez avoir du contenu, alors soit vous le faites à l'ancienne et vous faites un JSON en code et puis vous faites un écho de ça et bon, c'est bien, ça marche, mais c'est pas élégant. Soit vous utilisez le serializer de Symfony. API Platform est basé là-dessus. Ça veut dire que derrière, en gros, ce que vous allez pouvoir utiliser, alors il y a toute une logique de requête derrière, mais tout ce qui est le contenu, tout ce qui est transformation du contenu est basé sur ce serializer-là. Donc c'est la même logique, c'est je vais exposer mon contenu, je lui définis le format que je souhaite, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, je lui définis le format que je souhaite et il va me le retourner. Donc si je retourne sur mon API, donc là sur la partie create, j'ai ma notion de validation. Donc là on est un peu parti, on a donc jonglé entre le format et la validation. Donc j'ai ma notion de validation. Donc là je peux, moi côté API, j'ai une erreur 500. Donc au niveau de ma requête, je peux la traiter. J'ai des notions de description de l'erreur. Donc je peux gérer et traiter mon erreur au niveau de développeur sans être obligé d'aller mettre, moi, en tant que développeur front, les mains dans le code. On a tout ce qui est la logique métier. Si le développeur front, concrètement, là, je suis paumé, j'ai une erreur, il me dit « ouais, ben, ça ne marche pas, qu'est-ce que j'ai oublié ?» Ben, tout simplement, en pratique, moi, de mon côté, je veux créer un produit. Donc, je veux créer un produit. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin, de mon côté, de définir ça. Donc, c'est déjà documenté. C'est déjà tout prêt. C'est-à-dire que de votre côté, votre développeur front n'a pas besoin de se soucier en disant ben, comment je vais gérer ça, comment je peux l'utiliser, etc. Vous avez directement la possibilité de lui transmettre cette documentation. Donc là, je sais que je vais pouvoir définir une description, ma catégorie. Là, ma catégorie, on est d'accord? Comment je vais pouvoir me la renseigner? Donc là, je lui définis un string. La catégorie, ben là, elle correspond à rien. Vous allez pouvoir matcher votre donnée ici. Moi, de mon côté, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait de plus. J'ai juste mis mes annotations API ressources, j'ai exposé mes API REST, j'ai exposé mon contenu, et donc du coup, je vais pouvoir, de mon côté, l'interroger. Mais comment je fais concrètement pour venir associer un produit à une catégorie? Ben, tout simplement, en fait, quand je viens au niveau de ma catégorie, là, qu'est-ce qu'on a? On essaie du LD, du JSON LD, pardon. On a quoi comme information? Alors, on va peut-être pas pouvoir grossir. On a la notion du contexte, l'ID, donc ça c'est l'URI que je vais pouvoir appeler pour interroger mon service, l'hydrate member, donc la liste des objets dont j'ai besoin. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on retrouve? On a deux possibilités. Soit on vient tout imbriquer dans son flux, et du coup, quelle contrainte on a de tout inclure dans son flux? C'est d'avoir un flux trop volumineux, du coup, avoir un temps de réponse d'API qui soit beaucoup plus long. Soit on vient attaquer en cascade ces différentes URI en disant bah, je récupère une liste de produits, ensuite bah, je récupère la catégorie associée à ce produit-là. Ça, c'est en fonction de votre souhait, de ce que vous avez besoin. On peut gérer des groupes de sérialisation et dire bah, voilà, je veux lui passer un paramètre particulier et donc il va me retourner la catégorie, le type de produit, le nom de la catégorie, etc. dans un flux spécifique. Ou alors, on peut lui dire de base, tu viens me retourner directement les URI pour éviter d'interroger
et de récupérer un trop gros nombre de contenus. Donc nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on a? On a une liste de catégories. Cette liste de catégories, elle nous retourne un ID. Et c'est cet ID-là dont on va avoir besoin. Et automatiquement, je vais pouvoir, moi, de mon côté, matcher au niveau du développeur, matcher mes modèles, mes contenus, sans avoir cette notion de logique. Si là, demain, on est sur de l'ID auto-incrémenté, etc., on est sur du classique. Demain, vous l'utilisez du UID. D'accord? Vous n'avez pas de notion de logique, vous avez une notion, vous voulez gérer vos ID différemment. Bah derrière, automatiquement, la personne qui va être en face, si vous voulez lui dire, OK, tu crées ton élément, et vu que tu es en mobile, derrière, je veux que cet élément, tu me le crées, tu vas me mettre un UID et tu vas me le transmettre plus tard. Parce qu'on est sur un message, on n'a pas besoin de l'information tout de suite. Et moi, je veux que je l'affiche côté appli mobile. On peut gérer soi-même ces notions d'ID. On peut gérer de son côté ces notions d'URI et ainsi de suite. Ce qui fait qu'on n'est pas obligé d'avoir une notion de compréhension de l'entièreté du modèle derrière. L'entièreté du modèle est définie. Je sais que dans ma documentation, je vais pouvoir avoir mes produits. Dans ma partie produit, je sais que j'ai des notions de catégorie. Sur cette notion de catégorie, je peux, moi, de mon côté, transmettre la catégorie ou non, donner mes notions de filtre ou non. Et derrière, je vais pouvoir avoir de mon côté ma liste de produits avec cette notion d'association de mes modèles. Sauf que le développeur front, là, moi, demain, on me dit, tiens, j'ai une liste de produits. OK, je veux récupérer la partie catégorie. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'avoir simplement l'ID de ma catégorie. Qu'est-ce que je fais? Je fais un get sur mon ID de catégorie et automatiquement, je récupère mes informations associées à la catégorie. Donc, ce qui fait que derrière, vous, demain, votre besoin, c'est de créer votre API, et vous êtes capable de pouvoir créer, diffuser une API simplement et rapidement. OK? Sur tout ce qui est la partie spécifique. Donc, ce que je vous disais, on a la possibilité de créer ses propres filtres. Donc, ces propres filtres, on en a parlé tout à l'heure, on va pouvoir définir ces notions de je veux trier sur un random, je veux trier par date, je veux filtrer par date, pardon. Ou on peut ajouter également aussi ces notions d'ordre de tri. On peut avoir des notions de recherche également. Donc là, par exemple, on a un exemple de tri par nom et on a un exemple de filtre sur différents éléments. On a par exemple dire je veux pouvoir rechercher sur l'ID de façon exacte et sur le nom de façon partielle. Je ne sais pas si vous voyez, je zoome un peu. De façon partielle. Donc derrière, vous pouvez créer soit vos filtres à la mano, soit directement les inclure en annotation et définir votre gestion de tri. Si vous voulez quelque chose de très simple, très basique dans un premier temps, vous pouvez directement avoir une notion de recherche, style like, partiel. Si vous voulez faire de la regex, vous avez des exemples directement sur la documentation en ligne. Vous avez vraiment la main sur tout. Et ce qui est vraiment pratique, c'est que tout se base sur le serializer. Donc vos groupes, c'est comme si vous aviez la notion de groupe avec vos serializers de base, ce que vous utilisez déjà sur votre Symfony 3.4. Donc la possibilité, je résume, la possibilité de créer ces contrôleurs pour faire sa tambouille mano, parce que derrière on peut juste s'appuyer sur API Platform pour faire sa tambouille perso. On peut le faire rapidement en s'appuyant sur son modèle de données qu'on a déjà généré et en s'appuyant sur le générateur automatiquement de l'exposition automatique de notre API
qu'on va retrouver soit si vous avez, vous, l'habitude d'utiliser le debug route de Symfony. Vous avez toutes vos routes d'API qui se retrouvent ici, soit avec le petit outil mis à disposition, donc le Swagger qui met à disposition que vous pouvez attaquer directement en web, soit via votre outil Postman ou Insomnia que vous avez l'habitude d'utiliser directement en attaquant la doc et en pouvant spécifier le format sur lequel vous voulez interroger votre doc. Donc aujourd'hui, il n'y a plus besoin de se prendre la tête vraiment pour concevoir une API REST. Il n'y a plus besoin de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser avec un environnement complet, etc. Ce qui est vraiment pratique aussi, c'est que votre projet initial ne bouge pas. Votre projet initial reste comme il est et vous allez pouvoir du coup diffuser automatiquement toute votre API, la concevoir, la mettre à disposition vraiment très rapidement. Donc en pratique, c'est ce qu'on vient de voir, mais quel est l'intérêt de tout ça? Aujourd'hui, quelle est l'évolution de notre métier? Par rapport à ce que disait Damien tout à l'heure, quelle est la problématique aujourd'hui? C'est la problématique de recrutement. Donc, qu'est-ce qu'il est difficile de trouver aujourd'hui? C'est des développeurs back. Développeurs front, on a pas mal de personnes qui sont présentes, on peut en trouver peut-être un petit peu plus facilement, et encore. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je veux, moi, en tant que développeur back? C'est que ma logique métier, elle soit centralisée. Donc que je ne sois pas obligé, parce qu'on me dit de faire une API, d'être obligé de redévelopper des contrôleurs, d'être obligé de redévelopper mes éléments, d'être obligé de redévelopper une partie de ma logique métier, etc. Moi, ce que je veux, c'est que toute cette logique-là, elle soit centralisée. Parce que derrière, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que vos développeurs front qui bitent rien en Symfony, parce que derrière, c'est du Twig, c'est compliqué, les formulaires, c'est imbuvable, on ne s'en sort plus, etc. Et que vos développeurs front qui ont déjà beaucoup de travail avec la partie JavaScript et que derrière, on vous a dit, tiens, tu vas faire du Vue, tiens, maintenant tu vas faire du React, etc., puissent s'orienter sur son métier, développer sa partie, et votre développeur back, lui, faire toute la partie logique métier, et vraiment séquencer et séparer les deux métiers et les deux domaines. Donc, moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais dans mes développements? Qu'est-ce qu'on cherche à développer? Aujourd'hui, ce qu'on cherche à développer, c'est une API centrale qui vous permet de gérer toute votre logique métier, sur lequel vous allez avoir tout votre fonctionnel pur. Je vais générer mes factures, je vais faire mes achats de produits, je vais générer des codes, etc. Je vais passer des commandes, je vais faire un retour de listing, etc. Tout ça est géré dans l'API. Toute la partie visuelle, aujourd'hui, est gérée dans du React.js. Parce que derrière, c'est un choix personnel. Mais demain, ça va être autre chose. Ce qui fait que du coup, la problématique aujourd'hui, c'était quoi? C'était de trouver du développeur Symfony sur Valence. Donc, comment on peut pallier à ça? C'est on prend du développeur qui sait faire du JavaScript, on prend du développeur qui sait faire du HTML et on lui met à disposition, via Swagger, une API. Ce qui fait que derrière, lui, qu'est-ce qu'il a besoin? Qu'est-ce qu'il a besoin? Il a juste besoin de savoir qu'il doit prendre du JSON, retourner du JSON. Tout simplement. Et la logique, après, c'est on enchaîne les écrans, etc. L'autre problématique aussi, c'est que quand on vous demande de développer un back, un front, une ou deux applis mobiles, vous allez la gérer comment? Aujourd'hui, vous allez la gérer comment? Vous allez dire, bon, ok, appli mobile, je suis obligé de faire une API. Ok. Front, je vais le faire en Twig. Mais du coup, la logique métier que je vais mettre dans Twig,
falloir que je la gère au niveau de mes contrôleurs. Donc, il faudra que j'isole bien tout ça côté manager. Donc, comment je vais structurer mon code pour que cette logique-là soit bien gérée, que je ne mette pas trop d'éléments dans mon contrôleur pour ne pas me perdre, etc. Nous, on est allé à l'essentiel, au plus simple. On centralise tout dans une API. Et c'est l'API qu'on vient interroger, qu'on vient taper. Et ce qui est, on va dire, la cerise sur le gâteau, c'est que API Platform ont développé un outil qui vous permet de générer avec, si vous avez configuré donc API Platform, qui vous permet de générer un back-office en React.js directement, sans que vous soyez obligé de développer une ligne ou autre. Il vient exploiter la configuration que vous avez définie dans vos modèles et il va vous servir ça sur un back-office en React.js. Donc ça, c'est déjà une facilité sur qui on avait l'habitude d'utiliser Sonata, par exemple, avec Symfony ou d'autres. Enfin, ça permet de pouvoir derrière s'orienter et dire même le parti back-office peut être traité par les développeurs front et on isole vraiment les deux métiers. Donc, moi, les plus que j'ai mis par rapport à tout ça, c'est la logique métier, l'isolation du code, first mobile, parce que c'est un peu les contraintes qu'on a de plus en plus. C'est qu'on veut faire du mobile, alors on dit aujourd'hui on fait du mobile, on fait du responsive, mais on n'est pas là. Pallier une pénurie du développeur back, qui est du coup une réalité. Et du coup, la problématique que je trouve, moi, c'est utiliser Symfony. Ça, c'est bien, mais du coup, si vous, en interne, vous ne l'utilisez pas, ça peut être une contrainte pour vous. Et l'autre discours, c'est faire de l'API, oui, mais alors pourquoi utiliser PHP pour faire ça? Parce qu'on pourrait le faire en Go ou autre, mais ça sera un autre débat. D'accord? Qui peut être l'occasion d'une conférence. Donc, je vous remercie pour cette présentation un petit peu fouillis, mais en fait, l'idée, c'est vraiment de vous ouvrir un petit peu comme chacun le sait sur différents technos. L'objectif de ADD, c'est vraiment concrètement de vous lancer aussi, vous, en tant que speaker, pour vous montrer que concrètement, si vous avez l'idée, si vous avez rencontré un projet, que vous avez rencontré une idée, que vous allez en parler, etc., il faut pas hésiter à vous lancer. D'accord? Donc, si vous avez une idée de conférence, une idée de petites choses, un workshop, etc., de ne pas hésiter à venir nous voir. Vous n'êtes pas obligé d'être filmé par Dominique. Vous n'êtes pas obligé de faire un discours de 40 minutes qui endort tout le monde. Vous pouvez directement venir nous voir et faire des conférences sur lesquelles vous avez besoin de parler. OK? En tout cas, je vous remercie. Désolé si je vous ai endormi. Mais voilà, en tout cas, je remercie Kevin d'être venu. Si tu as des choses à dire, à redire, bon. Et puis, je vous remercie beaucoup. Dans la précipitation, du coup, j'ai oublié les autocollants API Platform. Vous mettez un Slack, ça vous donnera l'occasion d'aller sur notre Slack sur lequel vous mettez votre nom, comme ça au moins on vous pousse et je m'engage à vous l'envoyer par la poste, l'autocollant. Un timbre vert, ça mettra 15 ans mais ça viendra. Et du coup, sinon, vous venez le 26 juin, à Priva, à Priva, ou le 5 juillet à Valence sur Docker, et on parle de ça. Oui. Oui. Tu as pas mal parlé des filtres et des formats, etc. Juste, qu'en est-il quand on veut update créer une data, par exemple, avec des dépendances de ça? Et bien là, par exemple, de base. Alors, la logique de base, tout dépend de comment tu veux gérer tout ça. Tu as deux façons de le faire.
c'est soit tu veux vraiment tout venir gérer au niveau de tes dépendances, et ça, je te le dirais, c'est pas forcément judicieux. Moi, personnellement, comment je gère ça, c'est je le gère par paquet. C'est-à-dire que ces notions de dépendance, c'est plus orienté plutôt côté mobile. C'est que moi, de mon côté, ce qui m'intéresse, c'est de transmettre des petites données et des petits envois de paquets. Après, c'est pour ça que moi, je me suis plus orienté là-dessus, sur la notion de mise à jour des données au niveau des dépendances, si tu veux. Toi, en gros, tu ajoutes tu crées le produit, plus ajoute l'image directement qui est un modèle et ainsi de suite. Écoute, moi je le fais vraiment par paquet de mon côté, en pratique. C'est-à-dire que je fais appel au service product, je crée mon produit, ensuite je fais appel au mon service ajout d'image et je crée l'image. Mais tu peux envoyer, enfin là toi, dans ce que tu fais, tu envoies plusieurs requêtes. Moi je fais plusieurs requêtes, concrètement. C'est plus orienté, moi c'est ce que je fais côté mobile pour éviter de, comment dire, je préfère le faire par petits paquets, par petit volume, parce que du coup ce que je veux en priorité c'est créer mon produit, parce que je veux qu'il soit inséré dans la base. Et ensuite, la transmission, par exemple, de l'image, je m'en fous, je veux la mettre en tâche de fond. Et donc, du coup, je veux l'insérer après. Il y a quand même quelque chose de curieux, parce que dans beaucoup de cas, ça marche et c'est facile. J'ai un exemple, c'est très compliqué à l'expliquer, mais en gros, il y a énormément de relations sur deux niveaux, quelque chose d'assez simple. Au final, c'est pas logique, dans ma logique, ce serait pas logique de le faire en autant de requêtes, on arriverait à une dizaine de requêtes. Il y a quand même quelque chose, j'imagine, qui est prévu là-dedans. Oui. Ouais, il y a quelque chose. Alors en fait, sur la question des relations, déjà un truc important, c'est que de base, ça fournit des formats qui sont hyper modernes. Du coup, JSON-LD ou HAL sont supportés aussi. Le serializer de l'API plateforme, dès qu'il va rencontrer une relation qui est aussi mappée sur une version API ressource, comme on a fait, il va transformer, quand il va rencontrer cette relation, il va indiquer dans le document JSON de sortie, spécifié par ces formats JSON-LD, français, l'URL de la relation. Ok, donc si tu as un produit qui est lié à un utilisateur, produit, tu vas avoir en lecture les produits, et en relation, tu vas avoir mon-site.com/user/1. Du coup, à l'inverse, ça fonctionne aussi. C'est-à-dire que quand tu vas faire ta requête en écriture, si tu veux lier ton produit 1 à ton utilisateur 1, tu vas créer d'abord ton utilisateur, ensuite tu vas envoyer produit user, et mon URL, automatiquement il va être capable de faire les relations. Du coup, tu vas toujours faire plusieurs requêtes. En fait, JSON-LD comme HAL permettent d'inclure des documents dans tes requêtes. Donc, quand ce soit en lecture ou en écriture, ça va marcher pareil sur tes plateformes, mais ça peut utiliser le serializer de Symfony, comme je l'ai montré. L'un des gros intérêts du serializer de Symfony, c'est que tu peux utiliser des groupes pour dire je peux filtrer les données que je vais envoyer, ou les données que je vais récupérer depuis l'API, ou les données que je vais accepter depuis le client. Du coup, tu vas pouvoir mettre des groupes sur tes propriétés, et bien par exemple sur mon produit, je veux que l'URL, je veux récupérer que son nom et que ses catégories. Si tu appliques par défaut, il va toujours générer les URL pour les relations. Par contre, si tu appliques un groupe sur alors dans mon exemple, je me perds un petit peu. Si j'applique un groupe sur mon produit, sur chacune des propriétés de mon produit, et le même groupe sur l'utilisateur qui est lié. Okay, donc j'ai ma propriété produit nom, je mets le groupe 1. J'ai la propriété produit je mets le groupe 1 aussi. J'ai la propriété produit user et je mets le groupe 1. Par défaut, il va inclure toutes ces propriétés-là, mais que ces propriétés-là et l'URL. Maintenant, dans ma classe user, je rajoute aussi sur le nom d'utilisateur le groupe 1 et puis sur le prénom d'utilisateur le groupe 1. Et voici, il va détecter automatiquement ton groupe, il est indiqué, et quand il va générer ta requête, il va générer un seul document qui contient le produit et l'utilisateur indiqué avec les URL intégrés dans une clé qui s'appelle @ID, qui est une des spécifications du format JSON-LD, en une seule requête. Et en écriture, ça marche pareil. Si tu as configuré tes groupes de la même manière, tu vas pouvoir envoyer une seule requête avec ta clé user et dedans un objet user qui contient toutes les données que tu as autorisé à mettre à jour à distance via le produit. Et là, en une seule requête, tu vas pouvoir envoyer et ton user et ton produit pour le créer. En gros, en pratique, ça donne ça en fait. C'est-à-dire que du coup, c'est comme si tu définissais, donc tu définis ton groupe et tu vas mettre product full, par exemple. D'accord? Donc là, tu as créé ton groupe. Alors, il faut bien mettre le use qui va bien.
Et si toi, dans tes appels derrière à l'API, tu veux qu'en cascade, tu viennes récupérer la donnée full, là, si je fais mon appel et que je lui dis en fonction de ce groupe full, il va m'afficher, là par exemple, il va m'afficher que ma catégorie. Si je veux par exemple dans ce groupe full qui m'affiche ma catégorie, mon nom, mon prix, ma description et ma catégorie avec le name, c'est ça, hein? Ouais, exactement. Il va me retourner le name. Et du coup, il ne va pas te retourner l'URI. Tu vois ce que je veux dire? Alors, avec JSON-LD, si, il te retourne également l'URI et le name, c'est ça. En fait, le gros intérêt des formats intermédiaires, c'est que le document est toujours identifié par l'URL. Ton user, l'ID 1, c'est toujours son URL complexe, elle est toujours inclus, et y compris les relations. Du coup, ça permet pas mal de possibilités. Entre autres, si tu utilises un client qui est un peu intelligent, tu utilises le back-office dont tu as parlé, qui est fourni par l'API Platform, dans ton user qui est imbriqué dans ton produit, tu vas toujours avoir un clé qui s'appelle @id qui contient l'URL d'origine du produit. Par exemple, pour le user imbriqué dans le produit, ce sera quand même /user/1. Du coup, l'intérêt, c'est que tu vas pouvoir assez facilement sauver les requêtes côté client, parce que tu vas stocker tous tes produits à la racine d'un cache local, tous tes objets à la racine d'un cache local. Et par exemple, quand tu vas avoir besoin de user 1 dans une page plus loin qui n'a rien à voir, tu vas voir que tu l'as déjà récupéré via une requête imbriquée. Du coup, c'est pas la peine de faire une nouvelle requête pour le récupérer. Tu peux directement le prendre de la mémoire vive ou de local storage chez son storage ou ce genre de truc qu'on utilise. Un autre intérêt, c'est qu'il y a un mécanisme dans l'API Platform de cache qui est très fourni. Et du coup, si tu utilises le setup Docker plutôt que l'installer à la main, tu vas avoir un varnish qui va être fourni, où tu vas pouvoir utiliser Fastly en production ou Cloudflare ou ce genre de service. Et PHP va être exécuté uniquement la première fois que tu vas demander une URL particulière. C'est-à-dire que quand tu vas aller chercher /product/1, PHP va être appelé, il va indiquer ton user dans ton produit, il va générer ça, et ensuite on va rajouter des entêtes HTTP de cache pour dire à Varnish, stocke-moi ça, par défaut, ça doit être quelque chose comme 10 jours dans le cache. Du coup, toutes les prochaines requêtes vers /produit/1 sont servies par Varnish. Ça pose un problème, c'est que si mon produit est mis à jour par mon utilisateur ou dans un log, je lui sers une donnée qui est plus valide. Mais les capacités intermédiaires des formats comme JSON-LD, ça ouvre quelques portes de ce côté-là. En fait, quand on va stocker dans Varnish la requête initiale, on va aussi lui ajouter un entête HTTP spécifique, le cache tag. On va lui dire cette URL, en fait, elle contient tous ces documents avec toutes ces identifiants intermédiaires. Donc là, en l'occurrence, on a produit/1 plus user/1. Et du coup, si à un moment je viens mettre à jour user/1 dans une requête put, delete, post sur user/1, toutes les ressources qui contiennent une référence, qui contiennent elles-mêmes ce user/1 vont être purgées automatiquement, y compris product/1. Et du coup, tes données sont toujours fraîches parce qu'elles sont purgées en temps réel, mais en même temps, elles sont générées qu'une fois, parce que tant que possible, c'est Varnish qui va servir à la donnée. C'est le genre de truc que tu peux faire. C'est pour ça que c'est harmonique, même si vous avez le choix, utilisez plutôt JSON-LD. Parce que c'est juste du JSON, ça ressemble à du JSON, enfin c'est du JSON complètement valide. Vous pouvez le parser en utilisant JSON.parse, en utilisant JSON décode, PHP, etc. C'est juste qu'il y a quelques clés en plus qui commencent par un arrobas, qui sont des clés réservées, qui n'ont pas l'habitude d'utiliser des clés avec un arrobas. Et du coup, si vous avez des clients intelligents qui ont le support de ces formes de ils vont en tirer parti, y compris pour ce genre de truc. Si vous faites votre code à vous, c'est pas grave, vous ignorez juste les clés qui commencent par arrobas, vous ne l'utilisez pas, vous n'avez pas besoin, et ça va marcher comme avant. Du coup, moi sur mes projets, je désactive toujours le JSON classique et je force l'utilisation du JSON-LD parce que ça ne change rien côté client, et par contre, ça ouvre des possibilités un peu plus avancées pour les clients qui ont des capacités un peu plus... De mon côté, c'est clair que la problématique du JSON, c'est qu'il est bien plus pauvre, quoi. Et vous avez beaucoup moins vous pouvez beaucoup moins l'exploiter. Et ce que disait Kevin, c'est que, en fait, ce que tu retrouves, c'est cette ID-là, en fait, que tu utilises et que tu exploites, en fait. Après, c'était par rapport au rebond sur la question de, moi de mon côté, j'ai cette donnée-là au niveau de mon product. Si demain, on va dire, tu vas jamais modifier ta catégorie en même temps que tu vas modifier ton product, mais si on va partir du principe que c'est le cas, en gros, toi, ce que tu voudrais faire, c'est ça. Ça serait ça.
Merci Mac. Donc ça serait ça. En gros, au niveau de ta catégorie, toi, ce que tu voudrais faire, si je ne m'abuse, et si j'ai bien compris, ça serait ça. C'est ça que tu veux faire, en gros. Et donc, en gros, tu utilises les groupes de sérialisation qui te permettent, du coup, de réaliser ça. Alors, du coup, là-dessus, attention, si tu fais comme ça, il va créer une nouvelle catégorie qui va s'appeler topics. Okay. Et si tu rajoutes @ID avec un ID qui existe déjà, il va mettre à jour celui qui existe déjà si tu as les droits pour le faire. Et c'est ça qui est pratique. Alors, c'est bien que tu rebondisses là-dessus. Ce qui est pratique, c'est que du coup, toute votre gestion de sécurité que vous avez déjà en place, vous pouvez, là, il vous expose des URI. Derrière, dans vos fichiers security.yrml, vous pouvez associer votre notion de rôle directement et venir verrouiller en disant j'ai tel rôle, etc. Je peux accéder à telle ressource, etc. Je peux faire mon put, je peux faire mon delete, etc. On peut ajouter toute cette notion de security directement. Si c'est déjà le cas, vous arrivez juste, vous, à compléter directement dans votre fichier security.yrml, donc là il n'y a rien, il n'y a pas de sécurité, mais directement dans ce fichier-là, vous allez ajouter votre notion de restriction d'accès à votre API REST et terminé. Et là, vous n'avez pas fait bien grand-chose en termes de développement. Le boulot a été bien mâché si derrière votre application… Alors après, moi je suis parti sur du 3.4. Aujourd'hui, qui utilise Symfony dans la salle? Vous êtes sur du quoi en gros à peu près? Quelle version? 3.3 ou 4.1? C'est ça? D'autres, c'est quoi? C'est D'accord. Tout le monde est en 4. Donc j'ai foiré ma conf. Toi, tu es en 2. Bon, ça va. On va falloir peut-être faire une petite mise à jour côté 3. Mais non, c'est pas obligé. C'est pas obligé. J'ai une autre question. J'ai 3 produits à ajouter. Je peux les mettre à la suite. Je peux poster 3 nouveaux produits, par exemple. C'est pas très standard, non? Enfin, même dans une API, classique, hein, c'est pas. Non, ouais, mais par exemple, si on a besoin, disons, que l'API comme source d'entrée, on a besoin de faire des imports importants. Ouais, tu vas taper beaucoup le serveur. Il y en a plusieurs. Si tu veux, en fait, les API REST, c'est bien quand tu peux, parce qu'en soi, tu peux le mettre en cache. Donc, quand tu as des besoins qui sont assez cadrés à la base, et que tu vas pouvoir, comme tu dis, mettre un firewall avec la sécurité, avoir le cache, avoir ceci, avoir cela, et avoir verrouillé énormément la structure qu'on entend. Plus tu vas avoir besoin d'une structure qui est dynamique, et plus le reste, ça ne va pas forcément être la solution adaptée. Et là, pour ton cas précis, ce qui pourrait être fait, c'est ce qui marche avec l'API d'attente, c'est que tu vas créer un genre de. Tu vas bidouiller en fait avec ce système de groupe qu'on a vu juste avant. Tu vas créer une entité que tu vas appeler, je sais pas, product list, tu vois, qui a une relation unique ou. Alors tu vas pas créer la table, tu vas juste créer l'entité, il y a pas de table que tu vas mettre. Et la relation fait que ça va fonctionner. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est que tu pourrais te créer, en utilisant ce que tu as montré tout à l'heure, les contrôleurs personnalisés, là, tu pourrais créer un contrôleur qui réutilise tous les sous-systèmes de sérialisation, etc. de la plateforme et qui accepte que tu envoies du bulk sur une URL spéciale que tu créerais. Et la dernière solution, vu tes besoins, qui serait probablement la plus adaptée, c'est de ne pas faire de REST. Et de plutôt utiliser un autre format qui est très à la mode, qui est hyper dynamique, qui permet de faire ça, qui est GraphQL, Facebook, voilà. Et qui est supporté de base par API plateforme, pour juste les pubs actives. Et là, par contre, dans une seule, ça n'utilise plus du tout les capacités du protocole HTTP, ça ne respecte plus du tout le formalisme de REST, où c'est vraiment un format orienté ressources, qui est l'URL /product, c'est que les produits, /user, c'est que les users. Et tu sais, les formats qui sont définis avant sont faciles à mettre en cache. Tu vas perdre beaucoup, ce qui fait que tu ne vas pas facilement pouvoir mettre du cache type varnish dedans, type cache HTTP. Tu vas laisser une très grande possibilité à tes clients qui peut poser des problèmes de sécurité. Par contre, tu vas leur donner une flexibilité hyper importante, et en particulier une des grandes capacités de GraphQL, c'est que tu peux
envoyer autant de requêtes GraphQL en lecture comme en écriture que tu veux dans une seule requête HTTP. Du coup, là, tu peux créer dans une seule requête des trucs qui n'ont rien à voir, genre 2 produits, plus un user, plus je sais pas quoi, un objet détaillé, et en plus récupérer la liste des derniers événements qu'il y a eu, tu pourras faire ça en un seul aller-retour au réseau. Et du coup, plus c'est dynamique, et plus tu vas avoir tendance à utiliser ce type de format. Ça dépend vraiment du use. Mais après, comme je te l'expliquais sur le contrôleur, c'est tambouille maison à la mano. Ok. D'autres questions? Oui. L'authentification. Alors, l'authentification, tu as un bundle pour ça. Donc, c'est avec donc JWT Bundle qui te permet du coup de faire toute sa notion d'authentification. Alors, moi perso, je m'appuie sur Fausse User Bundle, donc, ce qui est un peu le 3/4 des personnes aujourd'hui. Et derrière, en fait, avec ce bundle-là, tu as la possibilité en fait, de faire de la gestion de tes tokens. Tu fais ton authentification classique. Donc du coup, tu vas lui mettre ton username et ton password. Il te retourne un token et après, derrière, toi, tu le mets dans le barreur automatiquement. Dans la logique, c'est pas du tout le rôle de l'API plateforme, mais le présence dans l'API et l'authentification d'agent. En fait, API Platform prend aucune initiative et aucun choix technique sur le format d'authentification pour réaliser ce que tu veux. En fait, c'est pour ça que c'est basé sur Symfony. L'authentification est déléguée aux composants sécurité Symfony. Donc, tout ce qui marche avec Symfony. Dans Symfony, tu as Putty classique, HTTP basique, HTTP digest, toutes les méthodes HTTP différentes, et formulaire. Ça va marcher avec API Platform de base. Et si tu utilises des extensions OAuth ou JWT, celui-ci, ou n'importe quoi d'autre, le support de OAuth 0, ça va marcher de base aussi. Ça va juste tout déléguer aux composants sécurité Symfony, ça va être juste du Symfony classique pour dire quel est l'utilisateur qui est logué. Ensuite, il y a l'autorisation. Il faut identifier quels sont les droits. Et ça, par contre, API Platform vient avec un sous-système d'autorisation qui est aussi basé sur le composant security expression de Symfony. Je pense que vous avez déjà utilisé ce truc-là, les isGuarantee et tout ça. Donc en fait, si vous avez déjà fait du Symfony classique, vous avez une annotation @isGuarantee qui s'appelait avant @security. Ça permet de mettre des règles. Alors en fait, vous allez pouvoir utiliser la même syntaxe, le même truc sur l'instant, directement sur votre classe ressource, que tu as marqué avec l'API ressource, ou sur une opération particulière. Par exemple, tu peux lui dire en get, il faut qu'il y ait tel rôle utilisateur et tel rôle, et puis en put, il faut qu'il soit admin forcément. Par exemple, pour séparer les virtualisés. Donc, en pratique, en gros, tu peux lui définir au niveau de tes collections, en fait, soit tes collections, soit cet item operation, et tu peux lui définir que, en gros, ton get, la syntaxe exacte, si je ne m'abuse. Ouais, c'est un quote. C'est un string, en fait, c'est le nom de l'opération. C'est comme ça, entre double quotes. Get. Ouais. Et là, du coup, c'est un tableau. Et là, la clé, ça veut dire access control, si je ne dis pas de conneries. Pas sûr et certain. Access-control en string. Et après, c'est ton expression security comme tu utiliserais dans la security. Sauf qu'en plus, tu as une variable qui s'appelle object qui correspond à l'objet ou à la collection d'objets courantes sur laquelle tu es en train de manipuler. Donc là, si tu es sur un get, sur un item, ce serait ton instance de catégorie qui est. Je pense qu'il y a un champ owner qui a un user, tu peux le comparer avec le user actuellement connecté, voir si c'est un user. Voilà. Ouais, la doc est bien faite. La désélectionne. Ah, pardon. Donc en gros, tu vois, tu peux définir au niveau de tes get, tes posts, les définir soit directement dans ton fichier security.yml, soit directement ici. Et là, tu fais ta gestion de rôle, utiliser tes voteurs, comme tu le ferais de base. Ils le passent par les voteurs? Ouais, c'est vraiment tout composant security. Si ça, c'est juste un wrapper que tu utilises, donc toutes les
les voteurs, le système de permission, le système, enfin, absolument tout ce qui va en Symfony, ça marche. Donc derrière, ta notion, en gros, toute ta partie logique métier et fonctionnelle que tu as et que tu as déjà développée, eh ben, tu l'utilises, tout simplement. Tu n'as pas besoin de revenir rajouter des couches, de refaire tes propres contrôleurs, de refaire toute ta tambouille. Tu as juste à utiliser ta notion de rôle, ta notion de sécurité directement. Mais tu peux le faire aussi directement si tu veux créer tes actions. Alors, les actions, j'en ai parlé, mais je ne l'ai pas forcément présenté. C'est que là, tu es sur les queries génériques, enfin le global. Tu peux avoir, par exemple, un get spécifique ou un put spécifique. Tu veux dire, bah, en fait, moi, l'utilisateur, je veux modifier que son image. Parce que du coup, toi, tu lui as mis l'image en dur dans la base de données, etc., parce que tu as voulu faire comme ça. Et ben, tu peux lui définir que j'ai une action, juste une action, qui est juste je modifie l'image de cet utilisateur-là. Et donc, du coup, bah, tu dis, bah, je peux définir ce rôle-là pour cette URI-là, etc. Et tu peux venir aller créer. Et en fait, toutes tes actions, donc soit tu as les collections, donc qui est ta liste d'items, ou tes items opérateurs, qui est bah, l'action que tu vas faire sur un élément, tout simplement. La notion de pagination, on n'en a peut-être pas forcément parlé, mais ce qui est pratique, c'est qu'avec du JSON LD, vous avez la possibilité, en fait, quand vous, de base, en fait, quand vous allez avoir la liste, par exemple, de vos produits, si on fait une recherche je suis sur un e-commerce, je recherche le produit Toto et je sais que j'en ai 300 dans la base et que je vais faire une notion de pagination, et ben automatiquement, je vais pouvoir, à partir de tout ça, avoir ma notion de première page, dernière page, page suivante, etc., page précédente, directement fournie dans le JSON LD. Et du coup, ben, votre dev front, c'est automatiquement mettre en place 3 ou 4 boutons de la pagination propre, et il sait que je vais devoir appeler telle URI donc, pour pouvoir aller de la première page à la dernière page, etc. Et donc, vous avez votre notion de pagination qui est directement gérée. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de l'implémenter. Elle est déjà de base. C'est-à-dire que c'est par rapport à la configuration de base qu'on a vu ensemble dans le fichier api-platform.yml. Sur ce fichier de base, vous allez pouvoir définir la limite par défaut. Et cette limite par défaut, vous avez votre nom total d'image et votre pagination qui est totalement embarquée et présente au niveau de votre API. Et ça, sans rien développer de plus. C'est-à-dire que c'est déjà inclus. Donc ça, c'est quand même aussi un grand gain de temps au niveau du développement, que vous n'auriez pas si vous aviez du JSON de base. La notion de validation, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Je vous invite vraiment alors, j'ai aucune action chez API Platform. Heureusement pour eux, sinon je crois qu'ils auraient perdu je ne sais pas combien de clients. Mais je vous invite vraiment à voir la doc. Elle est bien fournie. Là, du coup, avec le petit tuto, vous avez de quoi faire si vous êtes déjà sur du 3.4. Si vous êtes sur du 4.1, parfait, tant mieux. Vous utilisez Flex, vous avez tout ce qu'il faut pour l'implémenter et la documenter. Si vous êtes sur du 3.4 et que vous êtes sur un projet déjà défini, vous avez également ce qu'il faut pour attaquer et travailler dessus facilement et rapidement. Je suis désolé, j'ai une autre question qui vient de venir. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est ton moment. API Platform sans Symfony, il y avait quelque chose, je crois. Ouais. Ah, il en a contributeur. Déjà sur les trucs de compagnie, en fait, c'est un projet open source qui est indépendant de toute société. Du coup, voilà. ça, il n'y a pas d'assurance. Et ça a été conçu pour être le plus indépendant possible de framework. Et en théorie, c'est complètement indépendant de Symfony full stack. Et c'est plus vraiment de la théorie depuis Symfony Flex, parce qu'en fait, Symfony lui-même maintenant n'est plus dépendant de Symfony full stack. Parce que j'ai envie que ces composants, en fait, les seuls composants sont des dépendances en dur à API Platform. Il faudrait regarder la liste exacte dans le composant pour un JSON, mais il me semble que c'est le serial reader Symfony. Lui, il n'y a vraiment pas le choix. Le composant property info, qui est un petit composant technique
pour la réflexion, qui en fait à la base faisait partie de l'API plateforme, qui était migrée dans Symfony parce qu'il peut servir à d'autres cas d'usage que juste l'API plateforme. Ouais, voilà, ça va arriver. Alors, ouais. Non, c'est pas aller sur Core plutôt, parce que là c'est les branches du squelette. C'est le squelette de base? Juste sur API plateforme/Core, donc c'est la partie serveur. Slash core? Ouais, juste slash core, github.com/API platform /core. Ah d'accord, ok. Pardon. Ouais, je peux zoomer un petit peu. Alors, doctrine inflector, ça sert presque à rien, c'est pour transformer les pluriels. Tu as un mot en singulier qui se transforme au pluriel et inversement pour générer les URL. PSR cache, ça c'est pour les perfs. N'importe quelle implémentation, ça marche, quel que soit le framework. Un conteneur, c'est plus ou moins obligatoire, en fait, c'est pas complètement obligatoire. N'importe quelle implémentation, ça marche. HTTP Foundation, il est en dur là. Et lui, pour l'instant, il est obligatoire, on est en train de retirer cette dépendance. Ça commence à être compatible et avec HTTP Foundation et avec PSR7. HTTP kernel, c'est pratique, mais en fait, il n'est pas obligatoire. Par contre, si tu ne l'utilises pas, tu es obligé d'implémenter les trucs qui vont brancher sur ta requête HTTP, les event listeners, ils sont très fournis pour Symfony, pour un autre framework genre Zen de... En gros, le seul truc que tu pourrais vraiment utiliser avec, c'est pas de framework du tout, ou Zen d'Expressive. Donc le Zen framework 4. Ta question, à mon avis, c'est est-ce que tu peux le plugger dans Laravel? Non, pas forcément. Mais après, j'avais peut-être une autre question. Il existe. Ouais, parce que tu travailles beaucoup avec Laravel. En fait, si tu veux, pour répondre plus simplement, il y a très peu de dépendances. Les seules vraies dépendances obligatoires là-dedans, c'est Serializer, Property Info, Property Access pour le moment. Du coup, c'est des bibliothèques qui sont du projet Symfony, mais qui marchent, qui sont complètement indépendantes, qui marchent avec n'importe quel projet. Créer un micro-projet où tu utiliserais toute la génération JSON-ID, le bridge doctrine, ou d'ailleurs un truc avec n'importe quel autre relais, etc. C'est pas infaisable. Et il y a des gens qui sont en train de le faire, mais c'est pas fait en ce moment. Il faudrait juste que quelqu'un s'y colle, mais tout a été conçu dans le code pour que ce soit complètement découplé, qu'il n'y ait pas de dépendance en dur à framework bundle de Symfony, la preuve de ça. Tout ça c'est isolé dans un composant séparé. Donc théoriquement c'est possible. En pratique, il y a beaucoup plus de boulot que juste l'installer sur Symfony. Pour Laravel, c'est un peu différent. Donc nous, on a un client qui utilise les bibliothèques de base dans Laravel, qui n'a pas open sourcé son truc, qui le fera probablement pas. Mais vu que Laravel, c'est quand même très très fortement basé sur Symfony, c'est beaucoup plus simple à intégrer l'API plateforme dans Laravel que ça le serait dans Expressive, par exemple, si c'est possible aussi. Entre autres, parce que Laravel, il utilise HTTP Foundation, déjà, c'est déjà une grosse similarité. En fait, ce qu'il y a à faire pour utiliser Laravel avec l'API plateforme, c'est il y a un dossier qui s'appelle Event Listener, qui peut la ligne entre la requête HTTP et tout ce système. Il faudra implémenter ça en utilisant la vue du conteneur d'injection de dépendance, en utilisant les providers de Laravel, les services providers de Laravel. C'est pas si compliqué que ça, mais c'est un peu plus de boulot qu'avec Symfony, mais c'est conçu pour pouvoir le faire. Et le jour où il y a quelqu'un qui proposera une intégration qui est de bonne qualité, on l'intégrera. Allez, une dernière. Ah non, ça va. Non. Ok, d'autres questions? On a de la chance d'avoir Kevin ce soir, donc profitez-en. Oui. La gestion des médias, du coup, c'est... Alors la gestion des médias, dans tous les cas au niveau des API, tes médias, tu vas les transférer en base 64. Ça, on est d'accord? Il va falloir que tu les fasses transiter. Après, ta gestion des médias, c'est en gros un peu ta tambouille interne. Il y a peut-être déjà des trucs qui existent pour ça. Si tu tapes upload dans la zone, tu vas. Mets-le dans la zone, je ne sais pas faire de ça. C'est nouveau. Allez, tu appuies sur lui. En gros, si tu as des petites données et que tu les mets en base 64 directement dans les propriétés de ton document JSON, ça marche de base, tu n'as rien à faire de particulier. Par contre, tu prends 33% de taille en plus sur tes requêtes. Parce que c'est le base 64, par définition, ça prend 33% de taille en plus que du binaire. Du coup, ça va être chiant dès que tu uploades une photo d'un iPhone qui est en 1 million de mégapixels et qui prend une place folle.
Et du coup, là, c'est mieux quand même de passer par du binaire, donc de faire du multipart. Il n'y a pas trop d'autres solutions que le multipart pour s'occuper. Et là, dans cette doc-là, ils expliquent comment créer un endpoint spécifique qui va prendre les données en multipart, les stocker où tu veux. Il y a plusieurs façons, je pense là-dedans, où tu peux les stocker sur le disque dans du S3, dans du Google Storage, le truc que tu as envie. En fait, l'idée, c'est que tu vas uploader ton média, tu vas le stocker quelque part, tu vas lui assigner une URL, et ensuite tu vas assigner cette URL en mode intermédiaire à ta ressource. C'est ça qui va faire un peu la relation. Après, du coup, ouais, je ne sais pas si tu le connais, ce bundle-là, il est quand même bien... Ouais, tu peux faire pas mal de choses avec ça. Tu peux même définir ta notion de stockage si tu veux le mettre dans du Mongo ou autre. Tu peux gérer tout ça. Mais j'avais pas vu que tu l'avais intégré. C'est récent ça ou... Pour l'instant, c'est juste de la doc. Mais il y a l'idée à terme de mettre un truc natif. Par contre, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Marc Weiss. Ça paraît bien, c'est le gars qui fait un logiciel open source de gestion de réseaux sociaux, en particulier les qui s'appelle Audience Hero. Et c'est un gros contributeur assez connu aussi, c'est un CT. D'accord. Ok, il y a de quoi dire. Hein. Je vais pas tester, je sais pas si ça va. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Pour la suite, s'il y a des questions, je ne sais pas si on a... Enfin, d'habitude, on prévoit un petit apéro, mais là, on a été un peu pressé par le temps et un peu pressé. Du coup, si ça vous dit, on peut se retrouver, je ne sais pas s'il y a des bars. Il y a des bars à côté ou autre. Le Place to Beer. Donc, si vous voulez qu'on se retrouve autour d'une bière ou autre, une grenadine, et ben, on se suit.